Bonsoir tout le monde. Désolé pour le retard. Vous savez que il y a un adage qui dit l'homme propose, Dieu dispose. Le temps des hommes n'est pas toujours forcément celui de Dieu. Et bien d'abord nous vous demandons, présentons tous les excuses par rapport au retard. Le temps de mettre les choses en place, préparer les questions, préparer donc en fait l'émission. Nous pouvons vous dire que tout est enfin prêt, nous pouvons commencer. Vous faites comme d'habitude, dès que vous rentrez, vous partagez. Donc on commence par partager sous cette musique du terroir en attendant que les choses prennent. Donc le temps que vous rentrez, c'est notre dialogue du Mapan. On y va. Dès qu'on se connecte, on partage. Le thème, vous l'avez déjà tout en haut là. Le numéro de téléphone aussi est affiché. Donc celui qui veut réagir, il appelle, soit il fait la demande et on le prend. Vous connaissez le principe. On rentre, on partage le direct directement. On rentre, on partage le direct directement. Dès qu'on rentre, on partage. Désolé pour le retard. On rentre, on partage le direct directement. On rentre, on partage le direct directement. C'est le DJ qui s'embrouille ici. Parce que tu es connecté en même temps et tu écoutes la musique, c'est normal. Mets d'abord la musique, laisse passer la musique. C'est bon. C'est bon, laisse. Dès qu'on rentre, on partage le live. Dès qu'on rentre, on partage le live. Désolé pour le retard. On partage le live, on partage le live. Partagez le live. Partagez le live. Malekou, c'est l'invité du jour. Malekou, le panafricaniste, c'est lui qui est invité du jour. Partagez. Partagez le live là. On partage. On doit d'abord atteindre minimum 50. Minimum.
On doit atteindre minimum 50, minimum. Bonjour, 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 bonjour. Le dialogue du Mapan commence dans bientôt, donc câblez-vous. Câblez-vous. L'invité est là. Dès qu'on est à 50, on lance. Bonjour Mefan, toujours à l'heure, désolé pour le retard, vraiment désolé pour le retard. Vous savez que c'est pas facile de faire ça tous les jours, donc on fait tout pour être à l'heure, on fait tout pour mettre les thèmes, pour les analyser avant de venir discuter avec le peuple gabonais. Donc on partage, on commence dans à peu près 10 minutes. Dans 10 minutes, on commence. Donc appelez, admettez tout le monde. Dans 10 minutes, on commence. Vous avez le numéro de téléphone pour ceux qui veulent interagir et vous avez aussi la possibilité de faire la demande lors des débats. Donc le numéro est affiché sur votre écran juste après là où c'est écrit après le thème, juste en bas, il y a le numéro de téléphone pour que vous interagissez. Interagissez. On monte le compteur, on monte le compteur, on monte le compteur, on monte le compteur. On est qu'à 16 là, on monte le compteur, on commence à 50. Le thème vous l'avez, réfléchissez sur les questions. Le thème vous l'avez. On monte le compteur, on partage, on clique, on tapote, on tapote, on tapote. Les ennemis du Gabon sont encore là, ils ne sont pas partis. Donc on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Alexandre Mikodi, bonjour mon frère. Bonjour mon frère, bonsoir plutôt mon frère. Ouais, Jadei, Jidi Kael, mon frère, le Bosniaque, comment tu vas? Ouais, merci mon frère, on y croit. Bonsoir, Kéry Sefa, le fan de Mandi Noulou. Tu sais, le Gabon, c'est aussi ça, hein? Un fan peut être chez lui, à Makokou, à Mouila, comme le reste peut être chez eux, chez le fan. C'est le Gabon qui gagne. Lili, Nembola, non, Nindo, bonsoir. Bolo Samba, chez toi. Il faut vraiment respecter l'heure. Oui, mais vous savez que les stars, hein, la star, si la star n'est pas là, on attend un peu la star. En même temps, il est au dialogue d'Angondé. Il va nous apporter les choses d'Angondé un peu là-bas. Là. Donc, c'est la star, l'étoile qu'on attend. Dans moins de 5-10 minutes, il est là. En attendant, on va vous entretenir le temps que la star arrive. Vous savez que les stars sont souvent difficiles, hein, avec les caprices, tout ça là. Donc, prenez votre mal en patience. Il va arriver et on va commencer dans 5 minutes. Le temps de éplucher 2-3 thèmes, 2-3 questions d'hier. Et puis on va aborder la question donc de la souveraineté nationale avec notre invité. Voilà. Et en divers, on aura le rôle des églises dans la politique. En divers, le rôle des églises dans la politique.
On aura ça. Merci, Gédé. On est là, on vous écoute, les gars. C'est bien. Nous aussi, on travaille pour vous. On fait tout pour ne pas raconter des bêtises. Donc, on travaille souvent les thèmes. On vérifie tout ça. Donc, ça prend un peu un petit temps, mais ça va aller. Nous ne sommes pas des professionnels. On essaie de faire comme les professionnels. Donc, il faut comprendre les quelques lapsus qu'on peut sortir ici et là ou faire ici et là. Donc, ça va aller. C'est un travail d'équipe. C'est avec vous qu'on fait ce travail. C'est avec vous. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote. Ça va se savoir. Ça va péter. Vous connaissez que Marc Ulrich, non, il ne blague pas. Le gars là, non, il peut réveiller Omar Bongo comme la blague. Donc comment j'ai pu faire la politique sans vous à mon pays? Omar Bongo peut revenir. Hein. Il va revoir ses collabos. Il dit non, j'aurais dû avoir le petit là avec moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Restez câblés. On est là pour vous, vous êtes là pour nous. On se soude. C'est pour le Gabon. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On commence. Allô? Alors, bonsoir chers compatriotes. J'ai plus besoin de vous présenter l'équipe du dialogue du MAPAN. Vous les connaissez tous. Il y a Marion Cobretti, très rapidement. Bonsoir. Je suis content de vous retrouver. Très bien. Il y a Maître Ndon, notre juriste maison. Monsieur Ndon Patrick Joël. Voilà. Nous avons aussi avec nous ce soir, effectivement, notre Benjamin, à la personne de Alain Obam Engon, qui est allé chercher notre invité, qui est déjà là. Vous savez qu'il faut toujours mettre les petits plats dans les grands, donc on va le recevoir, il sera là. Mais bien avant, nous avons aussi une particularité ce soir. Nous avons une étudiante, très jolie, très belle, qui nous a rejoint parce qu'elle a ayant suivi à une ou deux fois notre dialogue du MAPAN. Vous voyez que la grande famille de ceux qui vont animer le dialogue du MAPAN est en train de s'agrandir. Vous allez avoir la quintessence, le degré du débat de la demoiselle qui n'a peut-être que 18 ans, parce qu'elle a 18 ans. Vous n'allez pas croire ce qui va sortir de sa bouche tout à l'heure. Cette jeune fille, je vous assure, c'est... Je ne vous en dis pas plus, elle s'appelle Badinga Fredia. Elle est avec nous, vous allez la voir tout à l'heure, elle va certainement casser la baraque. Vous voyez que même les jeunes suivent maintenant. Hein. On peut être sûr qu'on va laisser la bonne relève. Voilà, c'est ça l'esprit du dialogue du MAPAN, les esprits s'ouvrent. Alors, mes chers compatriotes, bonsoir. Vous l'aurez compris, nous allons démarrer donc le dialogue du MAPAN maintenant. Avec moi, comme je vous ai dit, ceux qui m'accompagnent, les éléments qui animent donc ce dialogue du MAPAN, nous allons laisser la place d'abord à Maître Ndon qui va mettre un peu le décor, parce que c'est toujours important de mettre le décor afin que chacun d'entre vous ait quand même déjà un peu la substance de ce qui va être dit, puisse réfléchir et réagir. Donc, je passe tout de suite l'antenne à Monsieur Ndon Patrick Joël, Maître Ndon Joël Patrick, qui va vous entretenir tout de suite. Maître, c'est à vous. Alors bonjour, chers auditeurs, téléspectateurs, youtubeurs, influenceurs, bloqueurs, débloqueurs, censeurs, sensoriels, sensationnels,
Bon, nous on vient juste aujourd'hui dans la suite logique de notre chronogramme de notre chronogramme du dialogue du MAPAN. Hier, nous avons commencé par décortiquer, les UDIR, pour ne pas dire les zombies, pour ne pas dire les zombies, ou bien les rumeurs qui nous reviennent du dialogue. Et aujourd'hui, nous sommes sur le quatrième point de tout ce qui nous revient du dialogue, qui n'est pas encore acté, ce n'est que des propositions. Nous espérons qu'avec la star des stars actuellement qui est là parmi nous, Ulrich Malekou, je sais que mon frère, j'ai une question brûlante à lui demander, comment il a fait pour... on dit comment? Pour passer entre les mailles de la sélection, parce que j'ai l'impression que le renseignement ne s'est pas bien renseigné sur la personne, parce que s'il avait fait, nous on a été exclus, on ne sait pas comment lui, il est passé par les mailles du filet, et finalement ils ont découvert que la silure est vraiment difficile à tenir. Donc il va nous donner la primeur de son billet d'entrée là-bas au dialogue d'Angonje, comment lui l'a fait. Donc on attend ça avec beaucoup d'impatience. Cela dit, nous disons qu'avant de passer notre relais à l'invité de ce jour, peut-être qu'il a autre chose à faire, nous allons tout simplement vous donner le chronogramme de cette journée qui s'annonce épique avec Ulrich Malekou. Alors nous sommes au quatrième point, monsieur Alain Gauthier, oui. Le quatrième point qui traite du problème de l'adoption justement des résolutions du dialogue ou des recommandations, où on nous dit au quatrième point que au sorti du référendum, le Gabon n'est plus dans une phase de transition militaire, mais un pouvoir civil. On dit bien au sorti du référendum. Donc, or, nous, lorsqu'on essaie d'analyser les choses, quand on nous dit au sortir du référendum, ça veut dire après le dialogue, après qu'on ait eu un projet de constitution, et pendant qu'il y aura débat ou pas sur la future constitution, cette constitution sera discutée, nous pensons, puisque nous pensons être encore dans un pays démocratique, que cette constitution sera discutée au niveau des chambres du Parlement, et ce n'est qu'après leur discussion, leur navette parlementaire et leur adoption par le gouvernement que ce référendum sera soumis finalement au référendum. Ces propositions du projet de constitution sera soumis au peuple par un référendum pour l'adouber ou pas. Donc voilà un peu le point qui nous intéresse aujourd'hui sur cet éventuel référendum qui mettra fin à la transition. Alors, comme ça, je vais d'ores et déjà peut-être laisser la parole à notre frère Cobretti, qui va dire quelque chose sur ce que Maître Ndong vient d'énumérer comme point. Ensuite, je sais que vous êtes impatient. Ensuite, par acclamation, depuis chez vous, je dis bien par acclamation, depuis chez vous, on a un œil sur vous. Ne croyez pas qu'il n'y a que vous qui nous voyez. Nous aussi, on vous voit. Par acclamation, nous allons spectaculairement recevoir notre invité, le héros national, l'homme qui a osé, même si son ONG indique déjà le principe d'oser, parce que ça s'appelle Osons pour l'Afrique, le panafricaniste et le digne fils du terroir en la personne de Ulrich. Marc Ulrich Malekou. Sous votre acclamation, nous allons le faire entrer, mais bien avant, on va écouter Cobretti pour vous entretenir pour 2 minutes. Ensuite, la star fait la pénétration dans la salle. Oui, toutefois, je vous remercie à nouveau. Ça fait mal, comme vous pouvez le constater.
Déjà, je commence par signifier ici, parce qu'après notre live d'hier, nous avons appris des choses. Vous savez, le Gabon, c'est comme ça. Dès lors qu'on essaye de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que les atalakou, on les appelle des atalakoulistes, les boubouzellards, les profito-situationnistes du nouveau régime, lorsqu'on essaye de dire quelque chose qui va à l'encontre, on vous taxe de tous les noms. On a appris hier beaucoup de choses qui ont été dites sur nous, mais nous vous rassurons et nous mettons qui que ce soit au défi de nous apporter le contraire de ce que nous sommes en train de faire émane de nous-mêmes, parce que nous sommes avant tout ceux-là qui avons pris des risques pour ce pays. Un comme moi qui vous parle, excusez-moi, un peu à la grippe, qui m'attaque un peu. Bonsoir à toi, Joël Mapangou. Ah, mon frère, mon frère prisonnier. Merci. Donc, nous disons que ce que nous faisons, nous le faisons de tout cœur. Nous le faisons parce que nous n'avons pas, Grégory Ngouamita, le défunt, il disait que nous n'avons pas un pays de rechange. Et personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Donc, nous étions tous contents le jour de l'annonce du coup d'État. Mais il faut quand même avouer que de l'annonce à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous laissent actuellement dans une position un peu interrogative, quoi. Nous nous posons des questions. Et c'est parce que nous nous posons des questions qu'on se retrouve ici. Nous ne sommes pas contre Oligui. Nous le précisons bien. Nous ne sommes pas contre Oligui. Nous ne sommes pas contre le CTRI. Mais nous sommes contre des situationnistes et des perfides trompeurs qui sont en train de reproduire ce qui a mené le Gabon dans la situation d'avant 2016 et de 2016. Bon, bref, nous annonçons tout de suite, parce que ce n'est pas moi l'invité, nous annonçons de plein fouet l'arrivée ici de votre star, monsieur Ulrich Malekou. Merci. Donc, chers internautes, alors donc, chers internautes, je veux que vous le vationnez. Vous le vationnez. Ce fils est héros du terroir. Celui qui ose, celui qui sait naviguer à contre-courant. Il navigue à contre-courant et il arrive à bon port. Sous vos applaudissements, vos acclamations. Mes chers frères et sœurs de combat, je vous présente et je suis honoré de recevoir dans ce dialogue du MAPAN Ulrich Malekou. C'est vos acclamations, les gars. Voilà le héros. Votre héros national est là. Votre héros national. Tu rentres. Voilà. Voilà. Alors donc, voilà ce frère. S'il est candidat en 2025, je pense que ça va bouger beaucoup de choses. Vraiment, ce monsieur, là vous avez Sonko et vous connaissez l'autre là, comment il s'appelle? Voilà. Donc, alors, voilà. Mon cher frère, bien arrivé. Encore un peu. Voilà. Alors, chers compatriotes, vous vous êtes mis à vous tordre les doigts hier en vous disant, mais enfin, est-ce que Gauthier nous a fait le poisson d'avril du siècle? Eh bien non, ce n'était pas un poisson d'avril, juste comme je vous le disais hier, notre héros a encore frappé fort. Il fallait qu'il reçoive les journalistes venus de tous les horizons pour discuter la question de souveraineté qui est celle de si ou non l'armée française doit encore rester en territoire gabonais, en tout cas toutes ces questions qui sont liées à la souveraineté nationale. Et donc il s'est excusé et il a dit aujourd'hui, vous l'avez vu le jingle, il sera avec les Gabonais qu'il pleuve, qu'il neige. Donc, les chers compatriotes, Marc Ulrich Malekou est ici. Marc Ulrich Malekou, bonsoir. Bonsoir Gauthier, bonsoir à toute l'équipe.
Je suis heureux d'être en famille parce que on se connaît, on a des faits d'armes dans le processus du changement dans ce pays et voilà, ce n'est que des retrouvailles. Je suis heureux d'être en famille. Marc Ulrich Malekou, tu as en face de toi, à ta gauche, monsieur Joël Patrick Ndong, juriste que tu connais très bien, d'ailleurs tu as eu des débats avec lui. Naturellement. Exactement. Tu as monsieur Alain Obama Engon, qui est aussi un petit frère, un combattant. De toute façon, tu le connais. Et juste un peu à côté de toi, tu as notre Benjamin, il aime qu'on l'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi il n'aime pas mettre son nom. Non, il aime qu'on l'appelle le Cobretti. Le Cobretti. Et on se connaît. Voilà. Il a couvert plusieurs fois les activités à l'université. Exactement. Et en tant qu'ancien leader avec Filmer Olor, la Ligue estudiantine des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui, vraiment avec Anatole Nanosu, donc on se connaît bien. Voilà. Merci. Merci. Alors, mes chers compatriotes, la première question qui me vient à l'esprit, tout de suite comme ça, comment se sent après cet acte héroïque, notre héros, Marc Ulrich Malekou? Ah, je peux plutôt un peu vous décevoir d'entrée parce que je suis pas un héros. Les héros, ce sont ceux qui ont tout donné comme les Joseph Njambe. Les héros, ce sont ceux qui ont tout donné comme Alain Dixon. Les héros, ce sont ceux qui ont tout donné comme Germain Barr. Ils sont nombreux, la liste n'est pas exhaustive. Ils méritent d'être élevés au rang d'héros national. Ils ont payé au prix fort Martine Labou et Patrick Mombo. Moi, je suis le simple soldat de la République, Boulebekal, un simple soldat de la République, c'est vrai, qui est prêt à tout donner. Héros, on verra ça peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Pas pour le moment? Ouais, j'ai pas le côté héroïsme ne fait pas partie trop de la... Des sensations de notre frère Marc Ulrich Malekou. Eh bien, Maître Ndong, vous qui êtes juriste, les questions de souveraineté, qu'est-ce que c'est? Bon, je voudrais tout d'abord remercier notre guest star de ce soir, Monsieur Ulrich. Comme il l'avait déjà souligné, c'est plusieurs fois que lui et moi on se trouve sur des plateaux de télévision de la résistance, parce que nous on n'aime pas les médias d'État, on ne nous reçoit jamais parce que bon, les gens connaissent nos logiques. Hein. Mais à chaque fois qu'on a eu la chance d'échanger depuis pratiquement 10 ans, hein, on est sur la même ligne pour défendre et les libertés et la souveraineté nationale. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Mais on va d'abord partir des grands principes. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut d'abord connaître les grands principes. Qu'est-ce qui est dans les grands principes et qu'est-ce qui se fait dans la pratique? Parce qu'il y a une différence entre les grands principes et la pratique sur le terrain. C'est cette pratique sur le terrain, puisqu'elle diverge forcément, que les voix s'élèvent pour dire que mais voilà, vous-même vous dites ça et puis finalement vous faites ça. Comprenez? Alors la souveraineté, si on ne la colle pas à son adjectif de populaire ou bien de national, le mot originaire c'est souveraineté. Ce mot originaire de souveraineté a été pour la première fois théorisé par Jean Bodin. Jean Bodin qui était un grand conseiller du roi de France, un grand républicain, c'est lui qui a amené pour la première fois le mot souveraineté. Or, quand Jean Bodin nous définit la souveraineté, il nous dit tout simplement que la souveraineté c'est cette force publique qui n'a d'égal que lui-même. Cette force publique qui n'a de limite que elle-même. Ok? En petit français, ça veut dire simplement, lorsqu'un État devient indépendant, il ne dépend plus d'autres États. C'est ce que ça veut dire en petit français. Donc, Ulrich, il s'inscrit justement dans la lignée de ce qui avait été la première idée de ceux qui ont voulu réellement l'indépendance africaine. Oui, donc il s'inscrit dans cette lignée. Nous qui n'étions pas nés dans les années 60, mais par l'histoire, nous avons appris que nous avions des leaders africains qui, lorsqu'on a proposé l'indépendance, n'est-ce pas, aux pays africains, il y a certains des leaders africains qui véritablement avaient voulu que cette indépendance-là soit intégrale. Nous avons en mémoire Feu Sékou Touré,
fait Sékou Touré, parce que le plat qui leur avait été servi par De Gaulle, c'était que vous devenez autonome, parce qu'il y a une différence entre l'autonomie et l'indépendance. Vous devenez autonome, donc vous restez dans le giron français, comme l'est la Guadeloupe, la Martinique, et consorts, ce qu'on appelle les pays d'outre-mer. Mais vous restez toujours, le cordon ombilical reste toujours branché, n'est-ce pas, à Paris. Hein, voilà. Et c'est justement De Gaulle qui, disons Sékou Touré, qui est le premier à dire non. D'où vient le nom, le niet, de Sékou Touré. Et à la suite de Sékou Touré, il y a eu, bien avant Sékou Touré, parce que les pays du Commonwealth, c'est le même dessin, ce qui se passait dans la francophonie, c'est ce qui se passait aussi dans le Commonwealth. Dans le Commonwealth, on avait Kwame Nkrumah au Ghana, voilà, ce sont des gens qui s'étaient affirmés pour une indépendance totale. Totale. Donc, quand on dit totale, une indépendance totale, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire indépendance politique, indépendance économique et indépendance culturelle. Vous voyez? Voilà. Donc, pour éviter qu'il y ait eu des frustrations, certains ont accepté l'indépendance fasciste, n'est-ce pas, qu'on nous a octroyée. Ok? Et cette indépendance fasciste, c'est elle qui nous gouverne jusqu'aujourd'hui, où les gens, pour gouverner leur propre pays, sont obligés d'aller prendre les ordres, n'est-ce pas, à Paris. Il y a même certains candidats à la présidence qui se targuent toujours d'avoir été reçus, à l'Élysée, comme pour dire que c'est un argument pour nous convaincre, nous le peuple, que finalement c'est nous qui allons avoir le pouvoir. Donc, je vais laisser Ulrich ajouter un peu du grain dans ce que j'étais en train de dire. J'étais juste pour planter le décor, pour montrer que nous suivons exactement ce qu'il est en train de faire. Merci, maître. Alors, Marc Ulrich Malekou. 1960, la France décide de rendre indépendants les pays d'Afrique. En tête de cette revendication, certainement souveraine, il y a les Yomba, avec, tu l'as cité tout à l'heure, les Germain-Ba, etc. Et on déclare le Gabon indépendant. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, cette indépendance-là est acquise au niveau du Gabon, pour ne rester que dans le cas du Gabon? Cette indépendance, il faut le dire, est un bébé mort-né. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à un État de dire à l'autre que tu es indépendant. Est-ce que la France accepterait que les États-Unis se lèveraient et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la France, tu es indépendant? Donc, c'est une indépendance folklorique. C'est un bébé mort-né. On n'a jamais été indépendant. La preuve, c'est que cette déclaration mensongère au parfum d'escroquerie politique a été emprisonnée dans des accords de coopération qui nous positionnent en état qui positionne la France en état tutélaire. Ça veut dire que nous, en tant que Gabon, on n'est pas un État libre, mais on est un petit garçon géré par la France. Donc, si on était libre, on ne devait pas avoir de tuteur. Pourquoi la France prend une posture d'État tutélaire à travers les accords de coopération? Donc, c'était une escroquerie politique et il est temps de mettre un terme à cette escroquerie politique qui organise le déni de démocratie du Gabon et des pays d'Afrique placés sous le giron français. Les jeunes sont à l'écoute. Ils sont là pour apprendre. Est-ce que, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en 2023, la France connaît beaucoup de déboires, elle est secouée de partout, surtout en Afrique, et même en Europe, on remarque que les pays européens prennent un peu part pour l'Afrique. En l'occurrence, on a qu'on appelle la Russie, qui pénètre l'Afrique, la Russie qui se met en protecteur de l'Afrique dans tous les secteurs, parce que quand on regarde les différentes sorties du président russe, Vladimir Poutine, nous voyons bien là que Vladimir Poutine se met en protecteur d'Afrique. Est-ce que cette protection, bien qu'elle soit peut-être orale, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a quand même déjà des accords signés, est-ce que cette protection-là est une protection sûre pour l'Afrique? Parce que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont un regard sur la Russie. Qu'est-ce que ça peut présager,
cette pénétration assez fulgurante, assez extraordinaire de la Russie en Afrique au regard de notre prédatrice, la France. Et vous savez, en politique, il n'y a qu'une seule monnaie d'échange. Cette monnaie d'échange s'appelle le rapport de force. Et c'est à chaque parti de montrer de quoi il est capable pour conquérir le monde. La Russie bombe le torse et conquiert certaines parties jusqu'à un passé récent contrôlé par le giron français, donc contrôlé par la France-Afrique. J'ai dit cette guerre est de bonne guerre. Maintenant, pour ce qui me concerne, parce que j'ai déjà été candidat déclaré à la présidentielle de 2023 avant de rallier Alexandre Barraud-Chambreyer, donc j'ai donc une ambition pour mon pays. Mon ambition n'est pas, moi, de sortir d'un tutorat pour entrer dans un autre. Autant j'ai du respect pour la Russie, autant j'ai du respect pour la France, mais pas pour la France-Afrique, sur lequel je crache, j'ai envie de dire sur lequel je pisse, et que je promets de tordre le cou. J'ai promis de signer l'acte de décès de la France-Afrique. Donc notre ambition, c'est de signer l'acte de décès de la France-Afrique, mais pas pour rentrer sous le tutorat russe. Nous avons du respect pour la Russie. Nous voulons plutôt diversifier nos rapports internationaux. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a également d'autres pays émergents avec lesquels nous pourrions coopérer, mais nous tenons à là, nous sommes jaloux de notre souveraineté et nous verrons les partenaires qui correspondent à la vision que nous voulons porter pour le Gabon, avec lesquels nous tisserons naturellement des traités internationaux relatifs justement au rapport État-État. Mais d'entrée, la Russie est un partenaire respectable, mais la Russie, après le départ de la France-Afrique, ne sera pas le nouveau tuteur du Gabon. Nous allons laisser le panel ici vous poser des questions, le temps qu'il les prépare, parce que nous avons décidé dans cette émission de laisser les uns et les autres préparer certaines questions qui seront posées, des questions que le peuple gabonais se pose et demande réponse. Et avant cela, nous aurons quand même, parce que c'est aussi important, les Gabonais attendent, vous êtes au dialogue national d'Angondjé. Pouvez-vous, devant les Gabonais, nous dire l'atmosphère qui est à ce dialogue d'Angondjé et nous dire peut-être on sait que peut-être on dit en politique tout se dit pas. En tout cas, l'essentiel de ce que vous pouvez dire de ce qui se passe au niveau d'Angondjé, parce que nous entendons beaucoup de choses. Le mandat c'est des rumeurs, mais on sait qu'au Gabon, les rumeurs commencent, ensuite la vérité éclate et la vérité finit par ressembler à la rumeur. Nous entendons beaucoup de choses, et parmi lesquelles, la durée du mandat, la durée de la transition, le président qui serait, à partir de, lorsque le dialogue terminera, finalement plus président de la transition, il sera président complètement avec tous les attributs, les prérogatives qui sied à un chef d'État qui a été élu. Quand on sait qu'un président, lorsque nous sommes dans un système politique présidentiel, doit être élu. Donc, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? L'atmosphère est assez notes qui nous parviennent d'Angondjé sur ces questions dont je viens de vous émettre. Bien, en fait, il est important de statuer d'entrée que je ne suis pas participant au dialogue. Je ne suis pas commissaire au dialogue. L'organisation panafricaine Raison pour l'Afrique, dont je suis la destinée, a fait, comme plusieurs composantes de la société gabonaise, des offres politiques, sociales et culturelles dans le cadre des appels à contribution. Maintenant, nous n'avons pas été invités, ou du moins cooptés par le CTRI à la présidence gabonaise pour participer. Maintenant, ayant plusieurs cordes à mon arc, je suis patron de presse, et c'est dans ce cadre que je participe, non pas aux discussions d'Angondjé, mais dans le cadre de l'incapacité de donner l'environnement de travail au sein des commissions, parce que j'y suis pas. Je suis plutôt en périphérie de ces discussions qui se passent à huis clos.
Maintenant, nous avons des bribes d'informations que nous parvenons à arracher comme ça en petit comité, des bribes d'informations qui découlent des points de presse journalièrement organisés, mais il m'est difficile, en absence de statut de commissaire, donc partie prenante aux discussions, de véritablement dire comment ça se passe. Mais je peux parler de l'ambiance observable et pas de l'ambiance en travail. Oui, mais parce que lors de votre dernière vidéo, d'ailleurs, qui a traversé les frontières, on vous a vu en défenseur de ce Gabon dont vous rêvez, et on vous a vu terminer en disant vous avez le pouvoir de décision, mais toute la responsabilité va vous incomber par rapport à la suite des événements, parce que les Gabonais ne se laisseront pas, une fois de trop, selon mes mots, être bernés. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ces propos ont été motivés par ce que j'ai considéré comme légèreté des commissaires d'aborder des sujets aux grands enjeux. Légèreté et absence de concentration sur l'enjeu des décisions qui pourraient en découler. Je veux illustrer mon propos par un propos d'un commissaire qui disait avec une facilité déconcertante et sans sourciller, quand on parlait du mandat présidentiel, que vous savez, les Gabonais, un certain nombre ont demandé 50 ans de transition. Mais c'est à la limite une insulte à la probité morale et intellectuelle. En plus, c'est un professeur d'université bardé du grade de professeur, parler avec autant de légèreté, c'est indécent politiquement. Parce que les Gabonais sortent quand même d'un traumatisme de 56 ans de dictature des Bongo. Et vous vous dites qu'avec une facilité déconcertante, qu'on peut encore vous embrigader, comme ce sont des militaires, vous encaserner vos libertés pendant 50 ans. Ça m'a heurté et j'ai dit à ces gens que vous avez une responsabilité historique. Nous ne supporterons pas 2 secondes de trop dans le casernement des libertés. Vous et le CTRI, vous serez comptables. Parce que le Gabon est dans cette position qu'André Mbaoba avait dit que toutes les options sont sur la table. Je vous jure que toutes les options sont sur la table et le CTRI n'a ni la maîtrise du Gabon, ni la maîtrise du pouvoir du feu au Gabon. Toutes les options sont sur la table et s'il ose entretenir un environnement favorable au chaos politique et à l'encasernement des libertés, eh bien, le couvercle pourra sauter. Je le dis clairement, sans langue de bois et sans sourciller, le Gabon n'est pas la propriété du CTRI et ils n'ont pas qualité d'encaserner nos libertés. Nous réagirons conséquemment au cas où ils tenteraient de confisquer ce Gabon. Je le dis clairement, sans sourciller. Et j'ai mis en garde les commissaires en disant, vous seriez avec le CTRI comptable de ce qui en découlera. Parce que ce Gabon est le nôtre, c'est le pays de nos ancêtres, et aucune arme ne nous arrêtera pour le libérer. Bien sûr. Donc si le CTRI a fait un coup d'État à Libongo, eh bien ils n'ont pas le monopole du coup d'État au Gabon. Nous réagirons conséquemment, c'est ce que j'ai dit. Ils n'ont pas à prendre le dialogue comme prétexte pour tenter de dire, écoutez, ces gens-là, on a les armes, on fera ce qu'ils font. Ben, nous réagirons, monsieur. Nous savons que, après je passerai la parole aux autres pour leurs questions, nous savons que Monseigneur Ibaba incarne la probité morale de l'Église. Mais nous remarquons dans certaines de ses communications qu'il fait des communications tout azimut, des communications qui frisent même le ridicule, parce que l'entendre dire dans une de ses communications que si les Gabonais laissaient ou élisaient le patron du CTRI, donc le général président de la transition puisqu'auteur religieuse, ce ne serait que justice, parce que les Gabonais doivent quoi en fait réellement au président puisqu'auteur Oligui Nguema? Pourquoi mettre les Gabonais sous une pression comme si on devait quelque chose au CTRI? Comme le chantage en un mot. mot. Forcément, lors de cette élection, mettre nos bulletins dans les urnes avec l'effigie du président de la transition puisqu'auteur Oligui. Bon, les propos... Est-ce que vous trouvez que ce personnage a une moralité, on va dire ça comment, catholique? Bon, les propos ne sont pas de Monseigneur Ibaba, je crois que c'est Monseigneur Assekombe. Ah d'accord, désolé. Vous savez,
je veux dire, il bénéficie des circonstances atténuantes à Sekonde parce qu'il a quand même bravé le régime Bongo. Il a dénoncé la confiscation du pouvoir par Marie-Madeleine Boranto, à qui il avait demandé de démissionner de la Cour constitutionnelle si elle n'est pas en capacité d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays. Donc c'est quand même quelqu'un qui est amoureux du Gabon, il faut le reconnaître, ça peut arriver. Moi, j'estime que sa langue a fourché. Sa langue a fourché. Excusez-moi, c'est mon critère d'appréciation. C'est votre avis. Parce que comme ma langue peut fourcher un jour, j'estime que sa langue a fourché. J'estime que le propos est déplacé, il faut le dire. J'estime que sa langue a fourché et au regard de ce qui se passe, il a essuyé les foudres des Gabonais qui ne veulent plus justement voir leur pays être séquestré, même pas par des pédégistes en treillis. Donc, sa langue a fourché, je veux le dire comme ça, parce que ça a été un compagnon de lutte pour un Gabon libre pendant plusieurs années. Ça peut arriver qu'en cours de route, on commette des faux pas sans forcément, voilà, sans forcément. Peut-être trop de pression, non? Oui. Peut-être, oui, parce que c'est quand même une dans pression, l'imaginaire populaire, le CTRI a soudoyé de nombreux participants au dialogue. Le CTRI a soudoyé le bureau du dialogue. Le CTRI a soudoyé des leaders d'opinion, ce qui exprime ce calme plat sur fond de silence complice et qui pourrait faire le lit justement à une pérennisation au pouvoir du CTRI qui visiblement envisage de faire des vieux os. Oli Guinguema nourrit les velléités de faire des vieux os au pouvoir avec ou sans l'accord des Gabonais, mais je crois que le règne du clan Bongo c'est fini et le CTRI gagnerait à libérer le Gabon, sinon les Gabonais prendront leurs responsabilités et moi en premier. Le CTRI aurait tout à gagner s'il libérait réellement le Gabon, vient de dire notre invité de ce jour. Pour la suite des questions, nous allons passer donc l'antenne à Kobretti. Merci. Déjà, comme je le disais, écoutez, le principe, il est clair. Nous sommes dans le MAPAN. Donc, évidemment, on va vous poser des questions sans faire dans la langue de bois, effectivement, et sans construire avec beaucoup de Français, comme au quartier. Alors, voilà ce que pensent les Gabonais. Les Gabonais pensent que le coup d'État n'a été qu'une mise en scène à nouveau éditée entre la France et des anciens dignitaires du régime déchu. Que pensez-vous de cela, de cet avis? Je pense que c'est vrai. Je vais trouver le mot qui, de mon point de vue, résume ce que vous avez dit. C'est une tragicomédie, le coup d'État du 30 août. Parce que ce coup d'État n'a nullement renversé le régime comptable de la banqueroute du Gabon, le système Bongo-PDG. Il s'est attaqué au régime émergent. Vous savez, le régime émergent, c'est celui porté par Ali Bongo. Le système Bongo-PDG a des ramifications dans l'opposition. Tous les fils spirituels et biologiques d'Omar Bongo et politiques sont réunis au sein du système Bongo-PDG. Donc ce sont eux qui sont comptables de la banque. Ils ne sont nullement inquiétés. Le point culminant de cette incongruité politique appelée coup de libération, c'est Marie-Madeleine Boranto qui s'est la coule douce après plus de 33 ans de crimes politiques contre le Gabon, actés par des coups d'État qui ont été justement assortis de mort d'homme dans le cadre des contestations post-électorales. Cette dame jouit de sa liberté. Ils sont nombreux comme ça. Donc c'est une tragicomédie. Il s'agissait de régler des comptes à Sylvia Bongo et son fils. Donc ce sont les Bongo Valentin qui sont les seules victimes de ce coup d'État. Ils sont en prison. Seul Ali Bongo, l'acteur majeur le plus grand délinquant politique du Gabon, il est en liberté. Résidence privée. Ce n'est pas au CTRI de dire que cet homme ne peut pas être jugé parce qu'il est malade. C'est à un juge de se prononcer si Ali Bongo ne peut pas être jugé. Le CTRI n'a pas qualité de dire qu'ils ne peuvent pas livrer Ali Bongo à la justice sous prétexte qu'il est malade. C'est à un juge de se prononcer. Ils ne peuvent pas se substituer à un juge. Ali Bongo, qui est le premier délinquant de la République, est en liberté. Mais ils ne sont pas venus sauver le Gabon, ils sont venus sauver le Haut-Ogooué et le système Bongo PDG qui pouvait perdre des plumes parce que les Bongo Valentin, Noureddine Bongo et sa mère voulaient sortir le Gabon
du giron france-africain pour l'amener vers le Commonwealth. Oui, tout à fait. Donc la France perdait et le Haut-Togo perdait parce que les Noureddin Bongo ne devaient plus compter avec les membres du Haut-Togo mais avec la Légion étrangère. Exactement. Très bonne analyse. Donc ils ont vu que, ben, tiens, si ce coup-là marche, mais la France, toi, tu perds parce que les Anglais vont maintenant régenter le Gabon. Et nous, le Haut-Togo, on n'aurait plus de place parce que ce sont les étrangers et les Noureddin Bongo qui vont gérer. Donc, associons-nous, damons-la et puis, la preuve, c'est qu'il y a ceux qui sont en prison. Ouais. Tous les délinquants et criminels politiques qui existent au Gabon sont en liberté. Allez, Claude Bilibintia, le dernier ministre d'Ali Bongo, ben, est en liberté. Mais Mborancho, c'est le comble de la bêtise qui puisse exister en politique. Une criminelle politique. Son fils, un criminel économique d'après des avis concordants, est en liberté. Mais franchement, un Jean d'Escobar. C'est une escroquerie politique. L'office de Mborancho est mis à l'index dans l'opinion publique. Il est en liberté. Donc, nous tombons donc. C'est une tragicomédie. Le CTRI n'est pas venu libérer le Gabon, c'est pourquoi ils sont caricaturés en PDGistes en treillis, parce qu'ils sont venus maintenir le système Bongo PDG, mais simplement s'attaquer au Bongo Valentin. Donc, monsieur Albert Ondossa, ancien candidat à la présidentielle, d'ailleurs, selon ce qui se susurre, qui se dit, c'est lui le vainqueur de l'élection présidentielle de 2023. Donc, ce que monsieur Albert Ondossa avait dit semble avoir toute raison faite, puisque si, avec tout ce qui est en train de se passer, nous le voyons effectivement, c'est un constat et ce n'est pas comment on appelle ça? Non, pas affirmation, j'ai envie de dire, ce n'est un secret pour personne. Les seuls qui ont été arrêtés, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que Madame Sylvia Bongo et les Nono Boy. Donc, son fils compris. Donc, en un mot, nous revenons tout de suite à ce qu'avait dit M. Albert Ondossa. Le coup d'État, ça n'a été qu'une révolution du palais. Ben oui, c'est une révolution du palais. Pour expliquer clairement la révolution du palais, la révolution du palais, c'est quand les hommes un clan, parce que le pouvoir se gère à travers les différents clans, c'est quand un clan ou un groupe de clans prennent le dessus sur les porteurs du pouvoir. Et c'est cela, Oligui Nguema est également accusé d'être membre des extrémistes Téké qui soutenaient franchement le régime Bongo, qui était prêt à tout pour que ce régime reste dans le giron du Haut-Togo. Donc c'est une guerre de clans à l'intérieur entre les membres du pouvoir. Ils ont pris la seule victime, c'est le clan Bongo Valentin. Mais sinon, les autres composantes du système sont en place et puis c'est le même bal des vampires qui continue. Je termine en vous posant une question, et là, ça concerne un peu nos frères activistes, sociopolitiques, pour beaucoup, pour certains que vous connaissez bien. Comment expliquez-vous, parce que ça c'est notre constat, et ça nous dérange au fond, comment expliquez-vous que le CTRI, qui se veut établir, sinon restaurer la dignité des Gabonais, et amener un changement, mais il s'avère clairement, nous pouvons le constater, que tous ceux qui ont combattu réellement, et puisque vous êtes journaliste, vous connaissez. Pire, c'est que le président de la transition, je cite en la personne de M. Brice Coté Oligui Nguema, est un ancien patron du service des renseignements, donc il connaît ceux qui ont bravé, ceux qui ont affronté le régime, et qui ont subi, qui ont fait des prisons, qui ont été torturés, qui ont été exclus, qui ont été radiés, qui ont été licenciés, et que dirais-je encore? Mais comment expliquez-vous cette rapidité, cette facilité avec laquelle nos frères activistes de la diaspora ont pu infiltrer le milieu du CTRI, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes même informés que ce sont eux, les patrons, ce sont eux qui pilotent, ce sont eux. Est-ce que ce n'est pas au fond, est-ce qu'on ne peut pas parler ici d'un complexe de l'Occident? Est-ce que le CTRI en chef ne développe pas un certain complexe à l'égard de l'Occident? Est-ce que ce n'est pas au fond des hommes qui se faisaient passer pour des résistants, mais qui étaient en réalité en complicité avec puisque nous connaissons bien
pour le dire ici, nous connaissons bien tous ceux qui ont pris le risque dans ce pays-là et qui ont fait la prison, qui ont été torturés, mais aucun d'entre eux, à l'exception de peut-être quelques 2 ou 3 noms, mais nous tous nous sommes là, personne n'a été appelé. Les anciens prisonniers, jusqu'à aujourd'hui, combien d'audiences demandées auprès du président, ils n'ont jamais été reçus. On reçoit même des humoristes. Et, enfin, si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'infiltration aussi facile de nos frères activistes de l'Occident. Pour ajouter un peu à la question, je pourrais essayer d'ajouter du vin de l'eau dans l'eau. C'est ça on dit, hein, de l'eau dans du vin. Nous observons quand même aussi quelque chose qui est assez invraisemblable, c'est que il y a ce comité de vérité, justice et réconciliation, réparation même, puisqu'Alain Claude Billy-Visé a rajouté la réparation. Pourquoi ce comité, on appelle, c'est ça, ce comité? Pourquoi cette commission justice fait-elle peur? Pas seulement au CTRI, même aux hommes politiques de l'opposition, parce que on a quand même les marques, on a Essangui, société civile, défenseur des droits de l'homme, on a l'autre du RED, de lui là, comment il s'appelle, Georges Paga, on a le copil citoyen, en fait, toutes ces... Les hommes politiques de l'opposition, l'Union nationale et... panoplie de personnes de la société civile et politique, surtout ceux de l'opposition. Il y a un mutisme, il y a comme un silence voulu, organisé, fait exprès, que l'on observe en ces personnes qui ont donné, à un moment donné quand même de l'histoire politique, une certaine espérance aux populations aujourd'hui qui se retrouvent complètement abandonnées par le fait que plus personne ne parle. Cette commission, que même ceux-là aujourd'hui qui sont aux côtés du CTRI, ont défendu pour aller à une transition, il faut qu'il y ait en place une commission vérité, comment on appelle encore, réconciliation et tout. Et pourtant les termes de cette commission sied à la situation. Qu'est-ce qui fait peur à cette commission-là, aux yeux de ces hommes politiques? Ben, vous savez, la bouche qui mange ne parle pas. Ceux qui ont tenu les premières lignes du front contre le système Bongo ont reçu chacun pour sa part leur lot de consolation. Résultat des courses, ils ont décidé de privilégier leurs acquis actuels, quitte à ce que certaines injustices demeurent désormais. Désormais, ils brillent par un silence coupable, j'ai même envie de dire complice face à de nombreuses injustices. Parce que justement, il y a probablement le privilège d'abord de la France plutôt que du Gabon. Il y a tellement à boire et à manger, bon, ils ont décidé de passer à table. Il faut comprendre, c'est un choix. C'est un choix pour certains, un suicide pour d'autres, suicide politique, suicide d'engagement sociétal, parce que il y a à boire et à manger. Donc ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et puis, face à ça, moi, je respecte les choix de chacun, parce que ce sont pour la plupart des compagnons. Regardez un peu hier, lors du débat, sur la souveraineté, Jean-Gaspard Toutoumaï qui m'a fait pitié quand je demande que la France dégage. Non, dégage. Il vient dire, écoutez, que le coup d'État a été fait par Paris, 8-30 août, avec la complicité de Paris. Comme ça, ouvertement devant les gens? Mais je l'ai dit, moi, à la télé. Il vient dire, même si c'était quelqu'un qui l'avait fait, je prendrais. Mais c'est pitoyable quand on a été pendant longtemps une grande gueule, quand on veut s'ériger en donneur de leçons, parce on est désormais peut-être directeur général de la SOLT, c'est le SOLT qu'il a, désormais il est prêt à défendre le CTRI bec et ongle. C'est pitoyable. Et c'est bien que les réseaux sociaux ont pris ça en relais pour dénoncer cette cécité intellectuelle de quelqu'un qui est certes brillant, mais qui manque de probité intellectuelle et patriotique. C'est honteux. Donc face à ça, vous voulez quoi? Les gens ont privilégié la pense à la République, on va respecter leur choix. Bon, maintenant... La facilité de la diaspora. Sur la diaspora, je crois que cela rentre dans la même logique. Ils ont une ambition de taire certaines voix,
Je n'ai pas été associé au secret. J'ai dit, je crois qu'ils ont l'ambition de taire certaines voix, et si les gens décidaient de se prêter au jeu, moi je respecte les choix de gens, je suis pas là pour critiquer, surtout quand on a mené des combats ensemble. J'ai eu du mal à me prononcer outre mesure sur les choix que les gens ont fait. Je respecte désormais, ils n'arrivent pas à comprendre que le système Bongo est en place, ils n'arrivent plus à voir ça, non. Ils n'arrivent plus à voir que ce sont les Bongo volontaires qui sont les victimes du CTRI et que le CTRI c'est le prolongement du système Bongo PDG. C'est pourquoi ils sont caricaturés en PDGistes en treillis. Ils sont incapables de tutoyer la France, du moins le déni de souveraineté entretenu par la France. C'est honteux. Et nous allons continuer à nous battre pour que les choses changent. Les autres également continueront à se taire pour que les choses ne changent pas. Et c'est ça le rapport de force aussi. D'accord. Nous allons repartir dans les questions. C'était une petite parenthèse qui ont attrait à la souveraineté. Donc, je passe la parole à Monsieur Bengon. Monsieur Bengon, vous avez la parole. Obama. Ben, merci de me passer la parole. Je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, parce que nous l'avons toujours dit au cours de notre précédente émission que ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas contre les gens qui sont en danger, encore moins contre le CTRI. Bien au contraire, nous avons à cœur de voir cette transition réussir et que le plus rapidement possible, le pays puisse retrouver l'ordre constitutionnel logique qui obéit aux principes républicains. Donc, parce que nous n'avons pas été au dialogue d'Angondé, nous avons décidé comme ça d'aller de quartier en quartier en invitant des personnes qui peuvent venir éclairer la lanterne des Gabonais sur ce qui se fait pour que demain, après-demain, chacun puisse plus ou moins se reconnaître ou ne pas se reconnaître en fonction de la volonté des gens qui sont à la manœuvre du pays dans ce qui est en train de se faire. Pour rentrer de plein pied dans le débat du soir, parce que nous avons le frère qui n'est plus à présenter. Il est celui que nous sommes venus écouter parce que il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça, son intervention qui a marqué le commun gabonais. Donc il était de bon aloi pour nous de l'inviter. C'est vrai qu'en ce moment il est très occupé, mais il a quand même répondu favorablement afin de venir peut-être continuer à éclairer l'opinion nationale voire internationale sur ce qu'il avait poussé à intervenir comme cela avait été vu sur les réseaux et de savoir in fine ce qui s'est passé du côté d'Angondé, parce qu'il y en a qui nous disent que oui, vous faites des affirmations gratuites, comment est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas alors que vous n'y êtes pas. Bref, il est parmi nous ce soir, nous lui redisons merci. Monsieur Malekou, pour revenir sur l'un des thèmes retenus pour l'émission du soir, notamment en ce qui concerne les questions de souveraineté, j'aimerais comme ça vous poser principalement deux questions. La première, que pouvez-vous dire sur la crédibilité des résolutions du dialogue national au regard de ce que vous observez là-bas? C'est vrai que vous n'avez pas été officiellement invité, mais nous vous avons vu au travers de votre réaction, parce que j'appelle ça comme ça. Si vous avez intervenu avec les mots qui avaient été les vôtres, c'est parce que en face, il y avait eu certainement quelque chose qui vous avait accroché et qui ne vous avait pas laissé d'autre choix que de vous exprimer comme vous l'avez fait. Donc, que pensez-vous de la crédibilité future des résolutions de ce dialogue au regard, même si vous n'êtes pas dans l'organisation, au regard de ce que vous observez? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne notamment l'intervention du porte-parole du dialogue. Nous l'avons écouté sur les antennes de RFI, notamment sur la question des prochaines élections présidentielles, avec la participation des uns et non des autres, quand il disait que s'appuyant sur l'article 15 de la charte, seul le président du CTRI pourrait être candidat et non tous ceux qui ont participé au gouvernement de transition. Quels sont vos avis sur ces deux questions? Bien, merci. Elles sont pertinentes, les questions. La première, il m'est difficile de répondre parce que vous me demandez de juger de la crédibilité de quelque chose qui n'existe pas. Mais je veux plutôt dire que je suis sceptique face au regard de la nature du déroulement de ces travaux. Mais nous apprécierons les conclusions à l'aune de la rédaction du rapport final. Donc, il n'est pas là encore. Nous accordons, le peuple est partagé entre scepticisme, bénéfice de doute, foi dans certains. Nous allons respecter les opinions de chacun.
Mais le CTRI et les commissaires du dialogue, notamment son bureau directeur, seront jugés à l'aune des conclusions qui seront soumises à l'appréciation du peuple gabonais. Et le Gabon est irréversiblement tourné vers son renouveau politique, social et économique. S'il venait justement s'il venait à rater le coche, eh bien, les Gabonais se donneront les moyens de renverser la comédie d'Agonje, si bien sûr ils nous font une comédie politico-politicienne, nous donnerons les moyens de renverser ça et de rendre leurs auteurs comptables devant l'histoire. Pour ce qui est de la décision de ne permettre que le président Oligui d'être candidat à la prochaine élection, moi je dis c'est une décision qui manque d'éthique politique. Très bien. Qui manque d'éthique politique parce que Oligui Nguema a été membre du gouvernement. Les membres du gouvernement n'ont pas le droit. Exactement. Il a été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Donc il est président de la transition. Comme quoi, je vous associe avec moi pour vous éteindre, pour boucher vos horizons politiques. Et moi seul, je peux me permettre de rêver à un horizon, un avenir politique. C'est un acte de roublardise politique, c'est un acte de roublardise politique qui manque d'éthique. Et dommage qu'il y a une sorte d'élite intellectuelle qui se prête à ce jeu. Et pour moi, ça fait honte au Gabon. Mais est-ce que sur cette question, on peut pas donner quand même, il n'y a pas un fond je parlerai peut-être pas de légitimité, des raisons à donner à ces faits-là. Monsieur Oligui Nguema arrive avec son coup de liberté, comme on l'appelle, on aime à l'appeler au Gabon. Ensuite, il promet restaurer les institutions, il promet redonner la dignité aux Gabonais, et tout au long de cette marche vers la félicité, Monsieur Oligui peut-être se rend compte que bon voilà, il y a des ambitions qui naissent, elles sont beaucoup plus grandes qu'avant. Et puis cet article 15 de la charte qui effectivement interdirait les uns aux autres de ne point participer à l'élection à venir, tout au bout du chemin, je crois que cette charte, cet article 15 de la charte a été revu. Nous avons vu sur les réseaux sociaux que aujourd'hui, vrai ou faux, je dis bien vrai ou faux parce que nous ne sommes pas à Ngonje, il est maintenant possible, si ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux est vrai, il est maintenant possible que le président soit candidat, que la transition soit candidat, et que les membres du gouvernement et des institutions peuvent aujourd'hui, selon la rectification de cet article, être candidats. Que nous dites-vous? Fake news, réalité? Si fake news, qu'en pensez-vous? Si réalité, qu'en pensez-vous? Ben écoutez, si c'est une... Surtout quand on sait, quand on sait que les lois sont faites par les hommes et peuvent être aussi ratifiées par les hommes. Bon, si c'est un fait, ce qui est quand même juste. Si c'est un fait que c'est peut-être pour jauger ce que penserait l'opinion au cas où cette décision venait à être matérialisée. Et si c'est pas un fait, si c'est matérialisé, ce n'est que justice parce que ça permet à tous les Gabonais qui ont l'ambition de briguer le fauteuil présidentiel de ne pas être disqualifiés parce qu'ils auraient apporté de l'eau au moulin de la transition. Ils sont venus avec le but de construire le Gabon. Si parmi eux, un peut se présenter, que tous se présentent. Surtout pour les Nguema, voilà, que tous se présentent. C'est mon point de vue, c'est ce qui me concerne. Donc, ce ne serait que justice que tous se présentent. Ça mettrait tout le monde au même pied d'égalité. Désolé, on va repasser la caméra. Vous savez que nous travaillons avec les moyens rudimentaires. On essaie de faire le mieux qu'on peut. On redonne la tenne à Monsieur Obamengon. Merci encore à M. Malekou pour les réponses que vous avez apportées aux questions que j'ai posées précédemment. Ce qui me donne l'occasion justement de rebondir en me disant que puisque l'on parle de souveraineté et que justement quand on parle de souveraineté, on fait appel à la volonté du peuple. À la lecture du déroulé du chronogramme du CTRI,
Il avait été dit, lorsque cela avait été rendu officiel, que les décisions, si ce n'est les résolutions du dialogue, seront soumises, je pense, au Parlement pour qu'elles soient transformées en texte de loi et qu'à la fin, on aille soumettre cela au peuple sous forme de référendum. Or, tout à l'heure, nous comprenons tous qu'au regard de ce qui se passe, le dialogue là-bas, nous n'y sommes pas, mais comme l'avait dit quelqu'un, nous sommes tous au Gabon. Donc, ce qui se passe en Ngondje peut être connu en temps, en heure à Ovendo. Au regard de ce qui se passe là-bas, justement, est en train de naître ce scepticisme qui fasse en sorte que les gens se posent la question sur la qualité, la crédibilité et la légitimité quand on se réfère au nombre de personnes ayant été choisies pour justement animer ce dialogue, les résolutions. Alors, nous sommes également dans ce même Gabon où nous avons été habitués à des élections plus ou moins guidées. Or, nous savons que le référendum, c'est une sorte d'élection. Quelle serait l'issue ou encore les résultats de ce référendum suite à une consultation pour lesquelles ce que l'on irait soumettre au peuple serait l'émanation des gens qui seront nantis de cette volonté de conserver non seulement le pouvoir, mais de continuer à embrigader le peuple gabonais dans cette espèce de prison à ciel ouvert. Qu'en dites-vous? Écoutez, le référendum ne sera pas un chèque à blanc. Si les résolutions du dialogue sont typées, je prendrai, s'il est nécessaire, le lead de la campagne du non. Et nous battrons Oligui sur ce référendum en dépit de son argent et des moyens de l'État dont il dispose. Nous battrons Oligui et tous ses complices lors de ce référendum parce que je prendrai, si nécessaire, le lead de la campagne du non pour que, si ces conclusions ne servent pas les intérêts de la République gabonaise, mais d'un groupuscule comme Mouak Banding les appelle, c'est quoi l'expression que Mouak Banding dit même, de la bourgeoisie parasitaire, de la nouvelle bourgeoisie parasitaire du Gabon. Nous battrons campagne pour le non, nous rencontrons les Gabonais, ce sera le premier échec politique officiel de respecter Oligui et de sa clique. Pour repartir dans les questions liées à la souveraineté, parce que c'est ça le thème, les gens attendent, nous allons passer la parole à Maître Ndong, qui a 2 ou 3 questions à poser à notre invité. Maître Ndong, vous avez la parole. Ok, ben moi je vais revenir par rapport au thème qui nous réunit aujourd'hui et qui a voulu que nous ayons notre frère Malekou sur notre antenne. Pour dire que Monsieur Malekou, tout à l'heure, j'ai suivi votre développement par rapport à ce qui se fait et votre travail colossal. Vous avez justement dit quelque chose de très important lorsque vous avez dit que vous ne souhaiterez pas que nous quittions dans le giron français pour entrer encore dans un autre tutorat. Et moi, j'épouse votre philosophie pour enfoncer encore mieux le clou. Parce que, bon, moi, je sais pas, aujourd'hui, la Russie se présente comme la Sainte Vierge, n'est-ce pas, des peuples africains, alors que lorsqu'on regarde l'histoire de ce peuple russe, nous craignons que certains pays africains qui plongent pieds liés dans le giron russe ne tombent de Kari Vassila, comme disait notre grand inspirateur Tutumeman. Tomber de Kari Vassila, ça veut dire d'aller de mal en pis. Hein? Donc nous pensons que effectivement, si l'Afrique réclame son indépendance, l'Afrique ne devrait pas, n'est-ce pas, réclamer l'indépendance en pensant s'accrocher à un autre pied, n'est-ce pas, en s'accrochant à une autre planche de salut. Parce que si tu laisses, lorsque tu as envie de te noyer et que tu vois un bois sur la mer, tu peux penser que ce bois-là est beaucoup plus... tu peux penser que tu es en train d'attraper du bois alors que c'est un serpent qui est en train de nager. Donc on ne sait pas ce que la Russie nous apporterait de mieux ou de plus que les Français. Eux ici, ils sont dans la politique économique, hein, de l'impérialisme souterrain de nos richesses. La Russie, c'est pas notre ami non plus. Vous comprenez? Donc moi, je souhaite que lorsqu'on fait notre combat de panafricaniste, hein, nous nous accrochions sur ce qu'on appelle les dispositions
qu'eux-mêmes ils ont pondu. Hein. La charte de l'ONU de 1945, n'est-ce pas, celle qui fait office de droits de l'homme, n'est-ce pas, dit clairement que chaque pays a le droit de disposer de lui-même. Maintenant, nous savons qu'effectivement, dans le monde entier, et c'est là où j'ai envie de comprendre un peu votre position, le monde entier a fait des grands équilibres. Quitter le giron français, giron russe, giron américain, giron chinois. Hein, ben, moi, je vois le balai que font les présidents africains qui, eux-mêmes, sont en train de dire qu'ils veulent quitter du giron français, mais ils font les balais dans les palais russes, chinois, machin, tout ça. Quel sera notre rapport de force face à ces équilibres lorsque nous savons que le monde entier est justement géré par des grands équilibres, ce qu'on appelle des chasses gardées, n'est-ce pas? Moi je pense que nous devons non seulement faire le panafricanisme, mais surtout revenir, n'est-ce pas, aux fondamentaux du panafricanisme, c'est-à-dire faire d'abord une unité africaine. Pour que l'Afrique soit forte, il faut que l'Afrique soit d'abord unie elle-même. Tel l'avait proposé Kadhafi. Quand elle avait proposé Kadhafi, parce qu'on sera toujours là c'est des particularismes hein, que nous sommes en train de faire. Le Mali veut être indépendant, le Burkina veut être indépendant, mais quitter la France pour aller tomber dans la Russie, je trouve ça quand même un peu, hein, pour notre génération, si on quitte Caraïbes pour tomber à Silla, hein, pour moi c'est vraiment, je comprends pas. Donc toi qui es dans le combat, qu'est-ce qui est proposé? C'est bien beau de dire on veut quitter la France, nous tous on veut quitter la France. Mais nous savons que le monde est fait de grands équilibres. Hein, et que l'Afrique ne peut pas se dérober de cela. L'Afrique ne peut pas se dérober. Il y a beaucoup de questions économiques, il y a beaucoup de questions de relations internationales au niveau de l'ONU, où aucun pays africain n'est dans le G5, donc les pays qui sont dans le Conseil de sécurité. C'est bien beau de demander notre petite indépendance là entre nous, mais quand il y a des grands rapports de force entre ces grands-là, l'Afrique se retrouve où exactement? L'Afrique se retrouve où exactement, monsieur Malipo? Donc moi, c'est vraiment ma question. Nous voulons être on est panafricanistes, mais nous nous posons la question, lorsqu'il y a des grands équilibres dans le monde, quel est le poids de l'Afrique? Devant ces grands équilibres, quel est le poids de l'Afrique si elle part de façon éparse, n'est-ce pas, ou de façon particulière? Bien, d'abord l'unité africaine. L'unité africaine est un projet vieux comme le monde. Il peine à se matérialiser parce que justement, nous n'avons pas ces différentes organisations d'abord au départ. L'OUA et ensuite l'Union africaine. Est-ce que vous savez que c'est financé par les États européens, les États-Unis, l'Union européenne, mais quand quelqu'un finance l'Union africaine, vous voulez que l'Union africaine aille jusqu'où? Nous ne sommes pas en capacité de nous développer tant que ce sont les autres qui nous donnent l'argent pour avoir notre marge d'autonomie, qui payent commande. Donc arrêtons d'avoir des organisations régionales et sous-régionales infantilisées par l'Occident, du moins le reste du monde. Donc nous avons suffisamment de ressources. Mais l'Union africaine... Mais est-ce qu'il suffit seulement d'avoir les ressources? Ces ressources, il faut les vendre. Je suis en train d'arriver. Voilà. D'accord. L'Union africaine dépendra de la capacité de chaque État, premièrement, d'être souverain, deuxièmement, d'être fort. Parce que l'Union africaine restera un vœu pieux tant que ça restera à l'étape de la littérature. La première étape de tendre vers une Afrique forte, c'est que chaque État, déjà individuellement ou avec le soutien des autres, parvienne à acquérir sa souveraineté. Souveraineté acquise, nous pourrions ensuite, donc la souveraineté politique, élire son président, gérer sa monnaie, décider de l'orientation économique et financière des ressources dont il dispose. Parce que vous savez, avec les accords de coopération avec la France, c'est la France qui est le premier client du Gabon. Si on veut acheter
affréter même des équipements militaires avec la Russie, il faut la caution de la France. Bref, donc la question de souveraineté sont en amont du processus de l'Union africaine. L'Union africaine ne parviendra à la matérialisation que quand chaque État parviendra d'abord à être libre et que nos organisations régionales ne seront plus des gadgets des organisations occidentales. Donc oui, nous sommes pour une construction d'une Afrique libre, mais pas sans le reste du monde. Autant l'Europe ne peut pas évoluer en vase clos sans les Africains, autant les Africains ne pourront pas évoluer dans ce monde sans associer toutes les composantes du monde, notamment les Occidentaux. Maintenant, ce qui fâche actuellement avec les Occidentaux, ce n'est pas de collaborer avec les Occidentaux, c'est la nature des rapports qui nous lient aux Occidentaux. Nous avons des rapports vassaliques avec les puissances impérialistes. Je les appelle puissances impérialistes parce que justement, elles ont la manie de vouloir nous écraser, nous considérer comme des sous-hommes, voler nos richesses à souhait et nous clochardiser dans des États théoriquement riches, mais dans lesquels les pays souffrent de paupérisation. Donc, nous voulons une Afrique unie. Moi, je suis même prête à travailler avec la France. Mais une France débarrassée de la pieuvre qu'est la France-Afrique. Ça fera que les rapports ne seront plus vassaliques et les rapports actuels ont été dictés unilatéralement par les autorités françaises. Si l'on doit discuter prochainement, il faudrait que ce soit des rapports bilatéraux. Le Gabon apporte sa part de collaboration dans ce qui sera rédigé et sa part de responsabilité. La France n'imposera pas un texte signé simplement comme ça a été en 60 par les accords de coopération. Donc nous n'avons rien par exemple contre la France. Nous avons tout contre la France-Afrique, qui est justement le système politique, la nébuleuse sur laquelle l'État français s'appuie pour piller les États africains. Avec sa fameuse charte de l'impérialisme. Avec sa fameuse charte impérialiste et tout ce qu'ils mettent autour. Donc la France en tant que telle n'est pas un ennemi. Mais la France, à l'état actuel, est un ennemi pour le développement de l'Afrique, est un ennemi pour la liberté politique des États africains. Je le dis, on va le redire, c'est cette France qui a imposé Omar Bongo, c'est cette France qui nous a amenés au Lydie, c'est cette France qui a imposé Ali Bongo. Donc, en l'état actuel, nous ne pouvons pas travailler avec la France politique. Nous avons un internaute, Monsieur Serge Angari. Bonsoir. Bonsoir mes frères. C'est un plaisir de vous voir. Tu as les thèmes. Nous voulons maintenant rester focalisés sur le thème parce que nous prenons du temps. Il ne faut pas aussi aller encore à chaque fois tout en besoin. Nous essayons quand même de laisser le plus grand espace à notre invité de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, si tu peux rentrer directement dans le vif du sujet, l'invité est là, tu as l'antenne et tu as la parole. Bon, bonsoir Ulrich. Ulrich, moi, nous sommes vrais. Ben, hier, on parlait de décembre 2014, justement, et Ulrich était là, il était témoin des histoires. Une seule minute. Anne-Marie Dorazek, tu as dit hier que tu voulais intervenir, on attend. Après Serge Angari, fais la demande, on te prend ou appelle par le numéro qui est affiché. Donc, merci. Sur la question de souveraineté, d'ailleurs, j'ai bien apprécié la question hier et dommage pour le colonel qui a botté en touche et les journalistes et les politiciens qui étaient sur le plateau, qui ont répondu à toutes les questions sauf à ta question qui était très pertinente. La question de souveraineté représente à peu près 45% des problèmes du Gabon. La question de souveraineté, c'est 45% des problèmes du Gabon. Les autres, ce sont des problèmes intra-gabonais. Mais les 45% sont des problèmes fondamentaux de la souveraineté. Et mon frère qui a posé la question, comment on s'en sort si on va vers la Russie, on quitte la France pour aller... Non, la question n'est pas d'aller vers la Russie, de quitter une maman, un papa A pour aller vers un papa B. La question est de savoir le rapport de force, comment nous pouvons nous sécuriser dans la phase de transition qui va vers la souveraineté totale. Voilà pourquoi certains pays ont adopté la solution d'aller vers le contre-équilibre, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi, qui devient mon ami, plus que nous avons un ennemi commun. Donc, sachant que la Russie a la puissance de frappe nucléaire et militaire et même économique,
avec la Chine et les BRICS, nous tendons à partir vers ces pays-là en se disant on sera un peu mieux protégés parce que eux, l'histoire a démontré qu'ils restent fidèles à leur engagement en tant qu'amis. Ils ne sont pas amis le jour et le soir ennemis. On l'a vu. Vous ne verrez pas un pays qui a signé des contrats avec la Russie ou un pacte de non-agression avec la Russie et que la Russie vienne le soir l'agresser ou la Russie finance des rébellions pour pouvoir déstabiliser l'ami avec qui ils ont signé la journée. Or, c'est le cas de la France. La France, vous pouvez signer des choses aujourd'hui, mais le soir, c'est même la même France qui va aller donner des armes à votre adversaire. Parce que vous allez donner 60% à la France, mais un jour, la France va dire ah, moi, je veux maintenant 90%. Donc, qu'est-ce que la France va faire? Va vous déstabiliser. Pendant que vous êtes occupé à régler vos problèmes, elle continue à piller. C'est ce qu'on a vu dans tous les autres pays. Donc, la question de choisir des partenaires, on ne peut pas avancer sans partenaire. On ne peut pas avancer sans partenaire. Maintenant, aujourd'hui, c'est le partenaire fiable. La France a démontré depuis plus de 60 ans que c'est la France qui nous signe des contrats avec nous, mais c'est la même France qui va signer, qui va financer des rébellions pour nous déstabiliser, afin de réduire ces contrats encore à néant. Ça, c'est une première chose. Concernant l'Union africaine, moi, j'ai une autre approche plus pragmatique. Moi, j'estime que tant qu'il n'y a pas un parlement au sein de l'Union africaine avec un parlement des élus par le peuple, c'est-à-dire que tant que l'Union africaine ne se lève pas pour dire on met un parlement comme dans l'Union européenne, il n'y aura pas une Union européenne forte. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui cause la faiblesse de l'Union africaine, c'est son financement. Mais pour qu'il y ait son financement, il faut que l'Union africaine déjà mette en place des exigences et des objectifs à atteindre. On ne peut pas avoir dès le départ une Union africaine qui est un fourre-tout. Parce que même ici, l'Union européenne, pour intégrer l'Union européenne, il y a déjà une démarche, un processus qui se met en place. Comme dans le temps. On ne peut pas toujours créer des associations où on met de fourre-tout. Parce que vous allez avoir automatiquement des moutons noirs, des gens qui sont envoyés, des chevaux de Troie, qui sont envoyés pour pouvoir nuire à la chose. Parce que la construction de l'OUA avait des exigences. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les francophiles, ceux que la France avait envoyé, De Gaulle avait envoyé pour aller détruire le projet initial qui mettait en avant la souveraineté économique, ils ont noyé le poisson dans l'eau. C'était Léopold Boigny, Léomba, je ne sais pas si c'était Léomba ou Omar Bongo à l'époque, c'était Léomba, je pense, et tous les francophiles qui étaient là étaient venus en mission pour pouvoir casser la chose. Donc les Julius Nyerere, les Sélassié se sont retrouvés en minorité en tant que souverainistes. Ils se sont retrouvés en minorité. Et donc c'est cela qui a fait en sorte que l'OUA puisse partir d'un mauvais pied. Parce qu'on a créé un fourre-tout. Or, il nous faut revenir à une Union africaine qui a des objectifs en termes de démocratie, en termes d'objectifs financiers et économiques, en termes de souveraineté militaire, en termes d'objectifs militaires, donc de sécurité. Il nous faut cela. Il faut un conseil de sécurité fort au sein de l'Union africaine qui dit que quand un pays est déstabilisé, il faut qu'on agisse. On a regardé, nous qui sommes les enfants de Kadhafi, on a vu Kadhafi se faire tuer devant nous. Et que nos aînés qui étaient au pouvoir n'ont pas pu rien faire alors qu'ils avaient la souveraineté des matières premières, alors qu'ils avaient le monopole des matières premières dans le monde. Tout ce que tu nous fais, c'est complètement de faire un peu de l'histoire et un peu de ce que beaucoup d'entre nous savent déjà, mais nous, on aimerait comprendre. Je voudrais que lorsque les gens posent problème, proposent, parce que le but aussi ici, ce n'est pas que je proposais le Parlement. Le Parlement des élus africains. Excuse-moi, est-ce que si on se débarrasse du joug de la France, avec les moralités que nous avons, en particulier chez nous au Gabon, la France s'en va. Est-ce qu'avec ce que nous connaissons de la mentalité et de la moralité du Gabonais, les problèmes seront effacés comme ça d'un clic? La France décide un matin, bon, ok, le Gabon voulait être indépendant, nous on s'en va, c'est bon. Restez avec votre attitude, nous on s'en va. C'est un raccourci que je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas pour... je ne comprends pas ce que ça veut dire de faire partie la France. La France est partie depuis. Il y a une base qui est là, il y a une base qui est là, qui est soumise, qui est dans des accords. Il faut casser ces accords-là pour que la France puisse partir, puisque la France, elle est là, elle n'a jamais changé le cours de l'histoire, elle n'a jamais enlevé les bongos. Donc, autant qu'elle parte. La France n'a
jamais amené la démocratie, elle était toujours là pour garantir les bongos. Frère Yanga. Libre. Mais tant qu'on n'a pas accouché d'une souveraineté nationale avec des objectifs bien précis, on ne pourra rien faire. Même si la France est là où que la France parte, il nous faut d'abord nous-mêmes atteindre des objectifs, savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut. Hier, il a posé, Ulrich Marikou a posé des questions essentielles que même un colonel n'était pas capable de répondre. Donc, vous pensez qu'on va construire un pays avec des colonels qui sont incapables de répondre à des problèmes, à des questions aussi stratégiques, alors qu'on a des fortes et qui ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, la France n'est plus le tigre qui faisait peur. Le Niger l'a démontré avec l'uranium qui est aujourd'hui l'électricité de la France. Ils ont l'électricité de la France en main et ils ont pris des décisions fortes et ils se sont dressés contre la France. Mais le Gabon, le pétrole ne représente plus rien. Le Qatar fournit plus que le Gabon. L'Arabie Saoudite fournit plus de pétrole que le Gabon. Mais quel est ce problème que le Gabonais, hier, les Richel Boukandou, étaient tous en fraude, ils avaient presque envie de faire pipi dans leur pantalon dès qu'on a parlé de la France. Qu'est-ce qui fait que le Gabonais soit toujours complexé, apeuré de la France qui n'est plus qu'aujourd'hui qu'un tigre en papier? La France aujourd'hui, si ce n'est pas le terrorisme, si ce n'est pas la déstabilisation parallèle, indirecte, ne peut plus s'engager aujourd'hui à déstabiliser un régime. Donc c'est d'abord nous-mêmes. Parce que quand on voyait comment ceux qui étaient sur le plateau, comment ils ont eu peur même d'évoquer le problème de la France, comme toi tu l'évoques, Gauthier, mais si tu te poses la question, mais quelle élite va diriger le Gabon? Donc ça dit qu'on part toujours dans un sens où on aura toujours des leaders aliénés. Et c'est d'abord nous-mêmes. La France, ce n'est pas une question de dire la France doit partir là-dedans. Non, on ne fait pas de l'anti-français. Moi, je ne suis pas anti-français, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Mais je dis tout simplement que mon pays aspire à ceci, à cela. Et voilà le chemin qu'on doit parcourir. Point barre. C'est ce que le Sénégal a dit. Vous imaginez que nos militaires, qui sont des militaires, qui ne sont pas des civils, arrivent à diriger un pays qui est dans une situation exceptionnelle, n'arrivent pas à négocier un contrat avec les Australiens, ou qui est un contrat que les prédécesseurs ont signé, qui donne seulement 10% aux Gabonais, au Gabon. Les militaires n'arrivent pas à renégocier ce contrat-là, ou arrêter ce contrat-là, ou changer la donne. Là où les Sénégalais sont des civils, arrivent à dire à la France que nous allons renégocier les contrats sur le gaz et le pétrole. Vous imaginez les enjeux? Donc c'est d'abord une question de comportement du Gabonais. Un petit contrat avec les Australiens, on ne parle même pas de la France ou des États-Unis, des Australiens qui ont pris le fer de Bellinga, 10% pour le Gabon. Les militaires n'arrivent même pas à évoquer cela, mettre ça sur la table. Donc, Gauthier, il faut comprendre les enjeux. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'amusement de dire qu'on quitte la France, on va vers tel, on va vers tel, on chasse les Français. Il ne faut pas avoir des arguments de dire qu'on va chasser les Français. Il y a des Français qui sont venus au Gabon depuis plus de 4 générations, comme les Libanais. Ce sont nos frères, ils sont là au Gabon, ils sont immigrés au Gabon. Moi, je suis ici en France. Les Français n'ont jamais dit que les Gabonais doivent dégager. Mais si je fous le bordel, si je veux brûler les maisons des gens, ou je vais voler les gens, mais c'est normal qu'on me mette dehors. Il y a des Français qui sont intégrés, qui apportent plus que les Gabonais, hein? Attention. Mais sur la question de souveraineté qu'on a soulevée, il faut comprendre ce que ça veut dire, la question de souveraineté. C'est une question essentielle pour que le Gabon et l'Afrique puissent aller de l'avant. Il faut qu'on arrive à maîtriser notre souveraineté militaire, sécuritaire, économique et financière. Et qu'on ne soit plus aujourd'hui les derniers. C'est tout. Donc, ce n'est pas une question de chasser la France. On n'a pas à chasser personne. Si la personne a son carte de séjour, la personne reste au Gabon. C'est tout. La souveraineté, c'est ça. C'est de dire que le Français, vous n'avez pas de papier, vous rentrez chez vous. Comme ils le font ici. Vous avez les papiers, vous restez au Gabon. Mais les militaires ne peuvent pas avoir une base, un pays dans un pays. La base française est un pays dans un pays. Il y a un centre commercial là-bas. Ils reçoivent leur marchandises là-bas. Le Gabon ne regarde même pas ce qui rentre dans le pays. Donc c'est une question, il ne faut pas prendre des raccourcis en disant qu'on va chasser les Français. On ne chassera pas les Français. C'est juste que la base militaire française ne répond plus aux enjeux qui étaient signés par rapport au problème du communisme. Il faut tout simplement le laisser et dire, bon, c'est fini, on a signé ces accords-là à une période qui est des années 50. Cette période-là est révolue.
Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Oui, je voudrais quand même dire à notre frère, M. Yankari, qu'il ne s'agit pas de chasser la France. Il s'agit de tordre le cou à la France-Afrique. Nous n'avons rien contre les Français qui sont des frères dans ce village planétaire. Nous n'avons rien contre la France qui est un grand pays. Nous avons tout contre la pieuvre qu'est la France-Afrique sur lequel s'adosse la politique française en Afrique. Donc, nos frères français ne sont pas des ennemis à abattre. Nous n'avons pas de tête de Français à couper. La France est un pays frère, mais la France-Afrique, qui est un peu l'épine dorsale de la politique française en Afrique, doit être finie. C'est pourquoi il faut rompre avec les accords de coopération esclavagiste, vassalique, qui ne nous permet pas, comme je l'ai dit, de désigner nos chefs d'État, qui ne nous permet pas de projeter des politiques économiques qui nous soient propres, puisque le franc CFA limite notre ambition de développement. La France décide de nous donner combien ils veulent verser dans notre trésor public, et c'est à base de ça que nous décidons notre développement. Et non seulement ils donnent ce qu'ils veulent, mais en plus ils imposent des sociétés françaises sur des marchés que nous voulons faire comme ce Libreville 2. Avec quel argent? L'argent que la France donnera et imposera les sociétés concessionnaires qui prennent tel ou tel marché. Nous ne voulons plus des accords de coopération de dupes qui desservent les intérêts du Gabon. Mais ça n'a rien à voir avec les Français et la France. C'est plutôt les politiques français qui émergent dans la voyoucratie. C'est cette voyoucratie que nous voulons rompre, simplement. Derrière la France-Afrique, ce n'est pas des pierres que nous lançons contre la France ou contre les Français, mais c'est contre les politiques français qui se servent d'une pieuvre de la France-Afrique. Mais c'est à nous-mêmes de le faire, Ulrich. C'est à nous-mêmes de le faire. C'est à nous, dirigeants, d'avoir quelque chose dans le pantalon. Mais la France s'arrange justement à imposer des dirigeants, sachant qu'ils ne bénéficient ni de l'égalité ni de légitimité, ben ils se soumettent aux caprices du prince, c'est-à-dire le faiseur de roi qu'est l'Élysée. Donc il faudrait que nous parvenons à élire nos présidents, un président libre et indépendant qui ne soit pas un porteur, qui ne soit pas un petit coursier de Paris à la tête de notre État, comme jusqu'ici nous n'avons eu et nous n'avons que des coursiers de Paris. Il faudrait rompre ce cycle d'infantilisation permanente, c'est tout. Mais merci pour les contributions à propos du Parlement de l'Union africaine. Mais nous avons même des parlements régionaux. Il y a un parlement de la CEMAC, il y a un parlement de l'Union africaine. Mais ils sont pas mais élus. comme à la base c'est vicié, ils n'ont jamais été élus, ils ont été cooptés par des présidents cooptés par Paris. Ma proposition, c'est le changement qui soit élu. Ma proposition, c'est d'avoir un parlement élu par le peuple, c'est-à-dire contrôlé, où l'élection est contrôlée par l'Union africaine. Quand on aura un parlement élu, nous aurons des députés déjà régionaux au niveau de la CEMAC et sous-régionaux au niveau de la CEMAC et régionaux au niveau du continent qui pourront parler d'une Afrique libre et qui pourront de façon décomplexée revendiquer le développement de l'Afrique et la souveraineté. Des décisions qui seront au-dessus de chaque constitution. Voilà. Ouais, une supra-constitution, mais ça sera aux députés d'en décider. Et pour le moment, la bataille, c'est la conquête de la souveraineté. Sans cette souveraineté, on n'avancera nulle part. Comme je l'ai dit, on restera dans l'enclos colonial et rien n'avancera. Effectivement. Bon. Ok, mon frère Serge Dibango, c'est toujours un plaisir de compter parmi nous des frères gabonais comme ça qui évoluent de côté de l'Hexagone, qui nous font justement réaliser que, contrairement à ce que l'on pense au regard de ceux qui viennent représenter la diaspora ici, pour qui on a de cesse de douter sur leurs réelles compétences à pouvoir contribuer de manière aussi bien riche et professionnelle sur les questions d'actualité qui concernent notre pays. Donc, je disais comme ça que les sujets qui ont été débattus ce soir sont d'autant plus intéressants que nous ne disposons malheureusement pas assez de temps pour pouvoir les éplucher. Oui, c'est une initiative que nous avons prise. Nous comptons la dérouler, comme on a commencé à le faire, chaque jour à 17 h. Donc, on compte sur ta présence. Toujours un plaisir de te recevoir parmi nous. Demain, 17 h, si ton agenda te le permet. Mais comme, justement, on a largement dépassé le temps que nous réservons pour justement notre plateforme, nous allons laisser
à notre invité du soir la possibilité de pouvoir conclure sur l'actualité qui, ma foi, est dans l'esprit de tous les Gabonais, notamment tout ce qui concerne la politique autour du dialogue d'Angongé et la gestion du CTRI à la tête du pays. Donc, il va conclure peut-être pour prendre rendez-vous avec des personnes qui pourraient être... Donc, je vais laisser le son à Alain Gauthier pour voir. Ok. Oui, avant que notre invité ne puisse conclure cette émission, je voudrais quand même un tout petit peu, et ça peut aussi servir de conclusion, quels sont, par exemple, pour aider le CTRI, pour aider le président Brice Clotaire Oligui Nguema, pour aider le Gabon, les propositions que vous pourriez faire, ou vous pouvez partager avec certains Gabonais ici, ce qui concerne la souveraineté nationale. Elle a failli à quel niveau? Comment faire pour remédier à la situation? C'est peut-être aussi un peu important que vous partagiez avec les Gabonais vos propositions au niveau du dialogue national pour que les Gabonais puissent, ne serait-ce qu'entrevoir les pistes de solutions pour que cette souveraineté étant violée à chaque fois des Gabonais puisse retrouver effectivement ses lettres de noblesse. Oui, c'est une très belle question parce que cette question va au-delà des personnes. Tout à fait. Notre engagement, ce n'est pas de tirer le drap de notre côté, Très bien. c'est de sauver le Gabon. Très bien. Donc, c'est une très belle question parce que ça prouve que vraiment, nous n'avons rien contre le CTRI. Nous avons tout contre les pratiques du CTRI. Très bien, très bien. Nous avons au départ tous salué le 30 août. Mais c'est au fur et à mesure que les actes se déroulent qu'on se rend compte que, mais finalement, nous sommes rentrés dans un engrenage où le système Bongo demeure en place. Moins d'un mois après le coup d'État, le PDG reprend le contrôle de l'administration, le contrôle de l'armée. Bon, c'était déjà et ils ne sont nullement inquiétés. Ils se pavanent devant les Gabonais après avoir mis Gabon dans une banqueroute de plus de 56 ans. On a réalisé qu'après, on sort du sommeil. C'est quoi, c'est ça? Donc, le CTRI a une occasion en or de sauver le Gabon, de nous mettre sur les rails. Nous demandons cela simplement, cela passe par la conquête de la souveraineté. La France, qui a été complice du système Bongo et qui l'est toujours, ne peut pas continuer à rester en l'état. Si le CTRI tient à, comme ils ont dit, rendre la dignité aux Gabonais, et qu'on nous sorte de ces accords de coopération vassalique esclavagistes qui permettra aux Gabonais, premièrement, d'élire leur président. Deuxièmement, que l'économie gabonaise ne soit plus aux mains des Français. Est-ce que vous savez que nos frontières maritimes, aériennes et terrestres sont gérées par la France? Mais de quelle dignité ils parlent? Le port, c'est Bolloré. L'aéroport de Libreville, est-ce que vous savez que ce n'est pas une société gabonaise? C'est une succursale de l'ADP, l'aéroport de Paris. À côté, il y a une base militaire française. Donc, nos portes d'entrée et de sortie sont gérées par la France. Qu'on en arrête. Nous sommes un pays apparemment souverain, mais il y a une armée étrangère, j'ai envie de dire une armée d'occupation qui est plus équipée que toutes nos unités de défense et de sécurité. L'unité d'élite qui existe au Gabon, c'est la garde républicaine. Elle est coachée par des instructeurs français. Mais écoutez, on est souverain ou on n'est pas. Rendez le Gabon au Gabon. Mais ils disent notre économie au domaine de la France. Ils disent quand même que c'est des coopérants. C'est des coopérants. Ils viennent pour l'instruction. Si ton voisin garde la porte de ta maison, ce n'est pas ta maison, c'est sa maison. Qui est cul d'avance. Mais ce n'est pas ta maison, c'est sa maison. Pourquoi nos aéroports, nos ports sont gérés par la France? Pourquoi notre terre dans laquelle nous vivons est régentée par une armée étrangère? Pourquoi les accords de coopération donnent à la France de décider de quel équipement nous devons avoir? Pourquoi la France... Non, écoutez, non, nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. L'histoire vers la félicité, c'est un bluff. On demande au CTRI de rendre le Gabon. Si le CTRI prend l'option de rendre le Gabon aux Gabonais, et moi je suis le premier soutien du CTRI, je vous dis que je n'ai rien contre le CTRI. Mais si le CTRI tente à nous maintenir dans le système Bongo, eh bien, ils nous croiseront en face. Et nous donnerons les moyens pour les dégager. Je le dis sans langue de bois.
D'accord. On est prêt à les aider s'ils travaillent pour le Gabon, mais s'ils travaillent pour la France et pour eux, ben nous donnerons les moyens de les valser. Mes chers compatriotes, vous l'avez entendu, les mots sortent de Monsieur Marc Ulrich Malekou. Je peux encore me permettre de dire que ces mots qui sont sortis de sa bouche n'engagent que lui. C'est sa vision, c'est sa manière de concevoir le Gabon de demain. Cela ne doit pas faire office d'attaque ou de recherche de tuerie et tout, etc. Ce que nous faisons, je pense que notre invité l'a déjà dit, nous apportons des contributions qui peuvent amener à ce que les uns et les autres se retrouvent dans ce nouveau Gabon qui, paraîtrait-il entre guillemets, tend vers un nouvel essor. Ce nouvel essor ne peut qu'être possible que si chaque Gabonais, où qu'il soit, fasse des propositions et que ces propositions soient prises en compte par ceux qui ont aujourd'hui la sagesse, je vais essayer de croire qu'ils sont sages, de conduire le bateau Gabon vers ces nouveaux essors. C'est ainsi que je crois que tu as tout dit, tu as un mot de fin. Tu m'as posé la question, je ne l'ai pas encore répondu. Pardon? Poser la question à nous deux, mais moi je ne l'ai pas encore donné mon avis. Non, ici l'invité c'est Marc, mais on va parce que nous sommes démocrates te permettre quand même de répondre parce qu'on va arrêter le direct. Donc vas-y, on va te laisser réagir. Vas-y. Je ne vais pas rester longtemps. D'accord. Tu as demandé ce que nous, on doit dire à Brice Clotaire Oligui. Moi, je dis tout simplement que c'est un grand fait et que... Bon, je voudrais quand même que ce n'est pas une histoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Non, tu as demandé la question que tu as posée. Oui, c'est un ensemble d'individus. Oui, le CTRI. Voilà. D'accord. Moi, le conseil que je vais donner au CTRI, c'est de dire, comme Ulrich l'a dit, c'est de travailler sur comment le Gabon récupère sa souveraineté. Même si c'est un projet sur les 4 ans, 5 ans, et qu'on aille étape par étape, nous pouvons le faire. C'est une question de savoir où est-ce qu'on va. Si le CTRI pense que les années de Omar Bongo étaient de bonnes années, il se trompe. Ce sont les années Omar Bongo qui ont fait en sorte que nous soyons dans cette situation-là. Parce que le problème, c'est que eux, leur gouvernance s'inspire beaucoup du bongoïsme d'Omar Bongo. Or, Omar Bongo n'est que le diable en chef, le fondateur de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout le désordre actuel. Donc, ça ne peut pas être une référence. Et qu'à chaque fois qu'ils prennent Omar Bongo comme référence, cela écœure ceux qui se sont battus depuis pour le Gabon, depuis les années 60, pour la souveraineté du pays, pour un Gabon démocratique, pour un Gabon transparent en matière de justice, etc. Donc, il faut que le CTRI et son chef, et le président, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui, comprennent que l'inspiration sous Omar Bongo est une grave erreur. Parce que c'est le dardinisme en chef, c'est lui qui a mis le Gabon à la solde. Enfin, il a hérité ça de Léomba, mais il n'a fait que continuer à mettre le Gabon, à faire en sorte que le Gabon soit une sous-préfecture de la France. Or, il faut qu'on sorte de cela. Et cela peut se faire de manière stratégique, mais il faut clairement le dire, il faut clairement annoncer, et qu'aujourd'hui, il ne faut plus qu'ils aient la peur de la France. Il ne faut plus qu'ils aient peur de la France, même le Burkina Faso tient tête à la France. Ce n'est pas le Gabon qui ne peut pas le faire. Les Gabonais sont courageux. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nos militaires, comme on a vu le colonel hier, se refroidir à une simple question que M. Malekou a posée? Mais il fallait voir sa tête comme s'il allait faire pipi dans son pantalon. Mais qu'est-ce qui fait qu'en sorte des adultes en 2024 aient toujours peur d'évoquer des problèmes comme ça qui sont essentiels pour les Gabonais? Vous vous battez pour le Gabon ou vous vous battez pour la France ou pour un autre pays. Mais si vous vous battez pour le Gabon, une question comme ça qui est évoquée, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à rougir de répondre à une question simple. Donc, la question est que les militaires sont en régime d'exception. En régime d'exception, si vous ne prenez pas le courage de prendre les décisions les plus fortes, mais ce n'est pas en régime civil que vous allez le faire. Ce n'est pas en régime civil que vous allez le faire, ce n'est pas en régime démocratique que vous allez le faire. C'est en régime d'exception qu'on prend les décisions exceptionnelles. Les décisions les plus dures se prennent lorsqu'il y a un coup d'État. C'est en transition qu'il faut prendre les grandes décisions et c'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon, c'est cuit. Vous condamnez les générations futures à être à la servitude. Voilà, je m'arrête là. Merci mon frère Angari, vraiment avec toute la poigne. Je sais que mon frère,
quand il prend la parole pour le lui arracher après, Je me suis arrêté moi-même. Je me suis c'est arrêté souvent un moi-même. peu difficile parce que c'est des thèmes qui fâchent, c'est des thèmes qui font ressortir notre profond désarroi pour qu'on l'explique aux autres. Mes chers compatriotes, eh ben, l'émission va continuer demain dès 17h. Encore une fois, excusez pour le retard. Vous connaissez que notre invité est à cheval entre deux dialogues, celui d'Angondje et celui de Mapan. En tant que fils de Mapan, vous avez vu la vidéo, il vous a présenté toutes ses excuses, mais il a promis qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il sera évidemment parmi nous. Et il a été parmi nous. Nous pouvons continuer, parce que nous tenons aussi compte du temps, et nous pouvons donc continuer notre dialogue du Mapan demain à partir de 17h. Ne vous découragez pas. Si vous remarquez qu'il est 17h pile et que nous n'avons pas commencé, comprenez que c'est des aléas. Nous ne sommes pas subventionnés. Nous n'avons pas les appareils requis pour faire les directs, pour que tout le monde, les plans soient correctement faits. Nous ne faisons tout cela qu'avec notre propre volonté et nos propres matériels personnels, donc nos téléphones qui sont peut-être d'une génération assez perdue. Mais bon, que cela ne tienne, l'important c'est d'être présent, d'être cohérent et de continuer à croire et à se battre que le Gabon doit changer en apportant des propositions et des critiques que ceux qui sont anti-développement humain, anti-développement social, culturel et même économique, même politique, ne se pincent qu'eux-mêmes le nez parce qu'ils n'arriveront pas à taire ceux qui ont décidé pour le Gabon de le réélever et de le mettre au panthéon des pays aimés, des pays enviés, des pays finalement à la dimension de ce pays-là qui porte les étoiles. Alors, c'est ainsi que, chers compatriotes, nous nous retrouvons donc demain à 17h. Merci Marc Ulrich Malekou pour avoir accepté notre invitation, que nous savons qu'on peut la répéter dans la semaine parce que il va y avoir, après tout ce dialogue national, il va y avoir une fin. Et pendant cette fin-là, nous allons aussi faire notre fin de notre dialogue du Mapan. Nous espérons vous compter parmi nous quand nous allons faire aussi quand on va faire notre table ronde de Mapan pour que nous mettons en musique par l'entremise d'un document que nous allons, avec votre rapport, avec l'expertise des experts que vous êtes, porter à la connaissance du gouvernement pour que le moindre petit individu Mapan soit reconnu dans ce document que nous allons apporter pour faire office de proposition ou d'apport du Mapan quant à cette nouvelle constitution qui va voir le jour par voie référendaire plus tard pour que au moins les Gabonais constatent d'eux-mêmes si le CTRI est venu pour restituer les institutions, si le CTRI est venu pour redonner comment ça s'appelle encore, de la dignité aux Gabonais par ce qui sera sorti après le dialogue d'Angondje et sera présenté au peuple pour aller en voie référendaire pour statuer sur la nouvelle constitution. En attendant, je voudrais vous dire merci en disant que je suis un soldat de la République, je répondrai. Je tiens à préciser également que je ne suis pas anti-CTRI. Mais je déplore les actions, la trajectoire des actions et des décisions du CTRI. Est-ce que ces décisions, je profite, est-ce que c'est forcément le CTRI qui fait tout sauf flou artistique? Nous avons quand même des... S'ils décident d'écouter des vendeurs d'illusions et qu'ils prennent des décisions sur la base des conseils des vendeurs d'illusions, ce sont eux qui sont comptables à l'arrivée. Vous avez le droit d'écouter tout le monde, mais vous décidez seul. On ne dira pas c'est parce qu'il a été mal conseillé. On dira vous avez mal décidé. Donc, on est prêt à accompagner le CTRI s'il joue le jeu d'un Gabon libre et souverain. Mais nous combattrons le CTRI avec la dernière énergie s'il remettra en compte les équilibres du vivre ensemble, les équilibres de liberté et s'il nous maintient dans le giron français. La France et le CTRI, dans ce cas, dégageront du pays et nous prendrons nos responsabilités. La France, dans ce cas, dégagera du pays et nous prendrons nos responsabilités. Mais en attendant, force et honneur à la nation, c'est enfin notre essor vers la félicité. Alain Gauthier, je voulais